Il est 8h15, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Jean Rottner, président Les Républicains de la région Grand Est et soutien de Valérie Pécresse en charge de l'énergie. Oui, bonjour Jean Rottner. Bonjour. Le pouvoir d'achat, la droite a-t-elle des solutions? Le Covid, 2 ans après, vous le médecin qui aviez été le premier concerné sans doute en Alsace avec ce foyer à Mulhouse, pourquoi restez-vous fidèle aussi à votre famille LR malgré des contacts avec Emmanuel Macron? On va voir ça, faut-il revoir le découpage des régions après la présidentielle? Autant de questions que nous allons aborder, mais avant de voir tout ça, commençons tout de même par cette condamnation, hier en fin d'après-midi à Perpignan, des agresseurs du député de La République En Marche, Romain Grau. 18, 15 et 12 mois ferme pour leurs propos très agressifs en marge d'une manifestation anti-pass il y a 10 jours. La justice est allée très vite. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, avait promis de la sévérité. Sévérité et fermeté nécessaires selon vous? Je ne sais pas si c'est de la sévérité nécessaire, c'est juste quelque chose de normal à mes yeux. Encore ce week-end, une autre députée dans ma région, Isabelle Rauch, a vu sa permanence agressée aussi. Je crois que c'est juste des choses inadmissibles qu'il faut condamner, et la justice fait son travail, tant mieux, on ne peut que s'en réjouir. Oui, ceux qui agresseront les élus ne seront pas traités comme les autres, a même dit Éric Dupond-Moretti. Est-ce que ça c'est normal comme déclaration? Je crois que parce qu'on peut s'étonner de la fermeté et de la... peut-être pas, mais de la rapidité quand même. C'est arrivé 10 jours après. Oui, qu'il y ait une coopération immédiate, ça me semble normal. C'est souvent dans des cas, là aussi, où il faut montrer un certain nombre de signes. Dans les villes, j'ai été maire, très souvent, quand effectivement on sent que l'ambiance dégénère un peu, la justice fait aussi son travail et fait de la coopération immédiate. C'est souvent beaucoup plus efficace. Ça réduit les durées. C'est symbolique, là aussi. Et la justice, entre le temps du délit et le temps de la justice est souvent trop long, on ne peut que s'en réjouir. Par contre, la justice, elle doit être uniforme, elle doit être équivalente pour tout le monde. Et par rapport à ces délits qui sont, c'est vrai, des délits vraiment condamnables, on ne peut que se réjouir effectivement de la fermeté de ce verdict. Mais ceux qui agresseront les élus ne seront pas traités comme les autres. Là, c'est quand même c'est une distinction. C'est pour ça que je vous dis que la justice, elle doit être la même pour toutes et tous. Oui, Jean Rottner, vous êtes donc en charge pour la campagne de Valérie Pécresse, notamment du dossier de l'énergie, dossier en fait assez brûlant aujourd'hui avec la hausse de l'ensemble en fait des prix de l'énergie, des carburants. Il y a le dossier EDF, et avec une grève assez massive la semaine dernière, donc contre le bouclier tarifaire du gouvernement. Il y a eu un manque à gagner de 8 milliards pour EDF avec l'argent qui a été imputé. Est-ce que c'est la bonne stratégie sur EDF? La bonne stratégie, ça aurait été depuis 10 ans d'arrêter de faire des zigzags énergétiques vis-à-vis de notre industriel national. Ouais. Les zigzags, c'est tout simplement le manque de décision. On ferme Fessenheim, ensuite on prend un décret pour fermer potentiellement 12 nouveaux réacteurs, et ensuite on se dit que finalement, parce que RTE sort un rapport, l'énergie nucléaire est peut-être quand même une des solutions pour arriver à ce fameux mix énergétique. Le développement des ENR, c'est absolument nécessaire et indispensable. Valérie Pécresse s'est prononcée ce samedi devant la centrale de Buguet pour effectivement avoir une relance, on va dire, gaullienne. C'est quoi une relance gaullienne? C'est-à-dire d'avoir une vision sur la longue durée, en termes de nucléaire, en termes d'énergie, en termes de contraintes et en termes de nécessité d'imposer aussi vis-à-vis des autres pays européens une stratégie européenne et une stratégie française de l'énergie. C'est absolument indispensable. Bon, c'était une erreur de fermer d'ailleurs Fessenheim au passage. Je pense qu'à posteriori, oui, c'est une erreur. C'est extrêmement difficile. Vous savez, c'est mon territoire aussi. Je le connais parfaitement bien. Après cette fermeture, on est toujours aujourd'hui dans un entre-deux de reconversion de territoire. C'est extrêmement compliqué. On se sent parfois un petit peu abandonné. Les collectivités territoriales travaillent. Au début, l'État était avec nous. Là, il est très lointain. L'État est très lointain. C'est-à-dire qu'on ne vous aide pas on nous a aidés au début. On a vu beaucoup de ministres arriver. Et là, depuis l'arrivée au gouvernement de Barbara Pompili, plus aucun ministre sur ce territoire pour l'aider à se reconvertir. C'est les collectivités, c'est le préfet sur le terrain qui essaie petit à petit de redonner de l'avenir. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre de vos voisins allemands, puisque vous êtes à côté de la frontière, évidemment, avec l'Allemagne, qui, elle, a arrêté son énergie nucléaire? Certainement pas sa politique d'arrêt
du nucléaire, de développement du gaz, de poursuite du charbon. Oui, mais en énergie renouvelable, on dit qu'ils sont assez forts et qu'ils pourront s'en sortir grâce à ça, vrai ou pas? Oui, mais nous sommes aussi bons en énergie renouvelable. En méthanisation, ma région est la première. En éolien, aujourd'hui, Valérie Pécresse le dit, certaines régions comme les Hauts-de-France ou la région Grand Est doivent peut-être arrêter parce qu'on arrive à un taux de saturation. Il y a aujourd'hui la biomasse, qui est une énergie du futur, l'hydrogène sur lequel nous travaillons. Tout cela, nous sommes performants en termes d'énergie renouvelable. Arrêtons toujours de regarder les autres pays. Nous sommes une région, nous sommes un pays, nous sommes une nation. Je dis une région parce que je défends aussi ma région, mais nous sommes un pays qui sait faire en termes d'énergie renouvelable. Nous avons des qualités et nous devons plus que jamais les mettre en avant. Mais avec le nucléaire, nous insistons là-dessus. Oui. À propos encore d'énergie et puis de pouvoir d'achat, il y a les autoroutes avec l'augmentation des prix des péages. Alors limité parfois, quand à une trentaine ou une cinquantaine de kilomètres, où là il n'y a pas d'augmentation pour bénéficier aux automobilistes qui empruntent ces autoroutes pour aller travailler. Et il y a des candidats qui vont jusqu'à demandent la renationalisation des autoroutes. C'est une bonne idée ou pas? Vous savez, il faut certes, il y a un sujet sur le pouvoir d'achat en ce moment pour les Français. C'est clair, net et précis. Et cette augmentation intervient à un moment un petit peu délicat de la campagne présidentielle où tout le monde y va de sa proposition. Mais là aussi, il faut arrêter les zigzags, il faut arrêter les décisions à un coup et il faut travailler sur la durée. En France, on a un régime concessif des autoroutes qui permet d'avoir des voies autoroutières de très bonne qualité. Il faut le reconnaître. Ces concessions vont s'arrêter en 2032. Justement, avoir une vision gaullienne, comme celle de Valérie Pécresse, c'est de réfléchir dès à présent sur l'avenir de ces concessions, sur la possibilité aussi, avec des concessionnaires privés, de les voir participer aujourd'hui à une transformation, à une transition de nos flottes, par exemple, de camions, de trains, qu'il y ait que l'argent finalement récolté sur ces autoroutes bénéficie aussi aux Français à la conversion et à la transformation vers les énergies renouvelables. Ouais. À propos d'argent qui doit servir en fait aux Français, je reviens d'un mot quand même sur ces 8 milliards de manque à gagner à cause du blocage tarifaire de l'électricité. Cette décision, elle est favorable en fait aux Français puisque ça permet l'envolée des factures. Et pourtant certains disent, et notamment à droite, que c'est une mesure électoraliste. C'est une mesure électoraliste, c'est une mesure immédiate. C'est pas une mesure, là aussi, qui permet à un industriel comme EDF de s'en sortir dans le temps. Aujourd'hui, il faut repermettre à EDF d'investir dans des nouveaux réacteurs, d'investir dans ce qu'on appelle les carénages, c'est-à-dire la prolongation de vie des réacteurs. Il faut investir aussi et que EDF soit un investisseur dans les énergies renouvelables. C'est absolument majeur, c'est indispensable. Eh bien, tout cela, ça donne pas de perspective. Mais alors, pourquoi c'est électoraliste alors parce que quelque part, cette facture va falloir la payer. Ouais. Quand Valérie Pécresse dit que après avoir cramé la caisse, eh bien on crame quelque part EDF, bien elle n'a pas tort. Ouais, c'est-à-dire qu'on crame en fait EDF, mais alors le but pour Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est de limiter en fait les factures pour les Français. C'est de limiter les factures. C'est de limiter les factures pour les Français aujourd'hui, de maintenir une forme de prix pour les entreprises aussi qui soit à peu près supportable pour leur bilan financier. Mais les collectivités. C'est ce qu'on demande en fait aussi au pays d'aller. Je vais vous prendre un exemple pour les collectivités locales. Par exemple, Charleville-Mézières, l'agglomération de Charleville-Mézières, c'est 17 € supplémentaires par habitant en raison de la hausse du prix de l'électricité. Personne n'en parle. Et pourtant, c'est des frais indirects qui vont se porter à un moment donné sur la poche des citoyens. Oui, et là, vous estimez que, pour en terminer et encore sur ce chapitre EDF, que EDF est en danger à cause de ces décisions aussi d'Emmanuel Macron? EDF est en danger parce que depuis 10 ans, on n'a pas pris les bonnes décisions. Depuis 10 ans, on n'a pas su, à un moment donné, dire que entre la fin du monde et la fin du mois, il n'y a pas d'antagonisme. C'est-à-dire qu'entre l'écologie et le pouvoir d'achat, il y a des choses qui sont largement conciliables. Et il aurait fallu prendre des décisions en matière de nucléaire qui n'ont pas été prises. On a trop hésité. Et aujourd'hui, effectivement, pour EDF, on est dans une situation d'instabilité. Oui. Est-ce qu'il y a, vous avez le sentiment, vous qui êtes aussi beaucoup sur le terrain, on a parlé de la crise des Gilets jaunes, justement, avec crise du pouvoir d'achat il y a maintenant 4 ans. Il y a de nouveau des risques aujourd'hui ?
Mais vous m'interrogiez tout à l'heure et vous rappeliez la situation que nous avions connue il y a 2 ans en matière de Covid. Moi, je trouve que la situation aujourd'hui des Français, en termes de morale, elle n'est pas bonne. Le moral des Français n'est pas bon. Donc, vous prenez un moral pas bon, vous prenez effectivement des fins de mois difficiles, un pouvoir d'achat compliqué. Ça donne une France, là aussi, à qui il faut redonner de l'espoir, de l'énergie. Finalement, il faut redonner une forme d'avenir et avoir un discours politique positif. C'est en tout cas ce que nous essayons de faire. Oui, politique même quand les choses ne vont pas. Même quand les choses ne vont pas, mais il faut savoir dire aussi quand les choses ne vont pas et essayer de trouver des solutions. Oui, et sur le pass vaccinal, vous qui êtes justement médecin, quelle est aujourd'hui votre position avec ce pass vaccinal où il y a des controverses sur son application alors qu'on est peut-être dans une décrue? J'ai toujours été pour le pass vaccinal. Je discutais aussi l'obligation vaccinale à certains moments. Aujourd'hui, on sort petit à petit de l'épidémie. Le pass vaccinal, le sujet finalement, c'est qu'il a été décidé beaucoup trop tard dans son application. Il y avait un pass sanitaire avant. Voilà, il y avait le pass sanitaire, le pass vaccinal. On était pratiquement au sommet de l'épidémie. Là, on est dans un plateau qui diminue petit à petit. Il faut surtout que le pass vaccinal cesse quand l'épidémie sera derrière nous. Et si jamais il y a une nouvelle vague, qu'on le remette en place à ce moment-là. Il y a quelques semaines, on a entendu parler, même avant, de votre nom, potentiellement en fait au gouvernement. Finalement, vous n'êtes pas allé chez Emmanuel Macron, vous êtes resté fidèle à votre famille, les LR. Pourquoi ? Mais vous savez, moi je suis serein, loyal et libre. Ça a toujours été ma manière de faire. On a souvent dit qu'effectivement j'étais Macron compatible. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si c'est parce que il y en a certains qui le savent. Si c'est parce que vous êtes président de région et que vous parlez, discutez et construisez avec le gouvernement républicain en place, je suis républicain compatible parce que je travaille pour ma région. Je travaille pour des projets qui permettent à ma région effectivement de progresser. L'Est de la France est une région qui a été touchée par la désindustrialisation, qui a été touchée par la crise. Je m'y bats au quotidien. J'ai la prétention de plutôt pas mal réussir sur un certain nombre de sujets. Pour autant, je reste fidèle à ma famille politique, je m'y implique, je suis clair, net et précis sur ce sujet. Vous savez... Après une élection régionale où on m'a envoyé une ministre pour me faire battre, après une élection municipale où dans ma propre ville on a envoyé un adversaire macroniste face au maire actuel. À un moment donné, être Macron-compatible et chaque fois avoir des adversaires en face de vous, je crois qu'il y a 2 poids 2 mesures. Vous parliez d'espoir tout à l'heure. Valérie Pécresse est la femme qui peut redonner de l'espoir à la France. Vous trouvez qu'elle a un discours positif d'ailleurs ? Valérie Pécresse, elle a un discours de vérité. Avoir un discours de vérité, ça fait aussi partie d'un discours positif dans une campagne... Il n'est pas à géométrie variable, c'est ce que disent certains. Non. Valérie est une femme qui procède par méthode, une femme là aussi entière, une femme claire, elle dit les choses. Vous savez, quand on dit dans des émissions télévisuelles ou radio la vérité, quand on dit qu'effectivement, bien non, par exemple, nous ne baisserons pas les taxes sur l'électricité parce que ce n'est la TVA sur l'électricité parce que pour le budget de l'État, ce n'est pas bon. Mais il faut oser le dire, il faut oser le dire aux électeurs. Il faut oser le dire, il faut oser dire cette vérité. Aujourd'hui, effectivement, le budget de la France doit être remonté, des économies doivent être faites et Valérie Pécresse a le courage de procéder de manière méthodique, systématique, progressive, à l'écoute des Français. C'est ce qu'elle fait et j'apprécie cette méthode, c'est la mienne d'ailleurs, sur le terrain tous les jours. Oui, est-ce que les régions pourraient être redécoupées après la présidentielle si notamment Emmanuel Macron était réélu ? C'est ce qu'on a cru comprendre. Et ça vise notamment votre région, Grand Est, puisque c'est une très grande région. On dit que ça pourrait être une mesure de rétorsion, justement, parce que vous n'avez pas cédé au macronisme. Il y a eu un article il y a quelques jours. Vous savez, certains de vos éditeurs doivent me voir sourire. Pour ceux qui ne le voient pas, je leur dis, ça me fait sourire. Si aujourd'hui on se préoccupe effectivement d'un redécoupage territorial, je crois que les Français ont autre chose à faire et attendent des politiques et d'un projet présidentiel autre chose qu'une réforme. Mais c'est vraiment dans les cartons, ça ? On vous en a parlé chez Emmanuel Macron ? Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, mais c'est quoi alors ces informations qui circulent? C'est simplement un article de presse qui permet à certains d'exister. Vous savez, moi je continue. Le Premier ministre comme le Président de la République se sont prononcés sur un non-redécoupage des régions. Je suis extrêmement serein sur ce sujet. Bon, c'est pas une vengeance en quelque sorte, quoi, écoutez, si le Président de la République pense qu'il a à punir des territoires ou des élus de cette manière-là, je pense que ce n'est pas respecter la fonction, et en tout cas, ce n'est qu'un article de presse. Oui, et comment vous voyez, vous, la montée aussi d'Éric Zemmour dans votre région, Jean Rottner? Les gens en parlent, c'est là, c'est indéniable, effectivement. Il y a aussi, entre Dallas et Santa Barbara, entre Zemmour et Le Pen, on ne sait plus qui est quoi. Dallas, Santa Barbara. Voilà, c'est des épisodes, je t'aime moi non plus, de manière continue. Moi, je refuse de choisir, en tout cas, et de commenter les transferts de l'un à l'autre. C'est aujourd'hui, ça fait les gorges chaudes du tout politique. Moi, je ne verse aucune larme sur en tout cas, les psychodrames entre ces deux mouvements politiques d'extrême droite. Oui, il y a eu des accusations de viol à l'encontre d'Olivier Hubeda, qui est un proche conseiller d'Éric Zemmour. Une plainte déposée en décembre qui ressort maintenant. C'est la campagne électorale, ça, hein? C'est quoi? 1, présomption d'innocence. 2, on peut se féliciter de la libération de la parole. Et 3, je crois, ce qui est indéniable là aussi, c'est s'il y a effectivement délit, eh bien, il faut que ces personnes soient condamnées. Merci. Fermement. Jean Rottner, président LR de la région Grand Est, soutien donc fidèle, vous l'avez dit, de Valérie Pécresse. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio.